Donc les duels, oui, passage obligé de tout western. En réalité, c'était pas du tout la majorité des affrontements et des combats à l'arme à feu dans l'Ouest. Bonjour, je suis Emmanuelle Pérez-Tisserand, je suis historienne. Je travaille sur l'histoire de l'Amérique du Nord au XIXe siècle et en particulier sur ce qui est aujourd'hui le Sud-Ouest. What does some bitch do? Some bitch is a stock rustler. Alleged. Yes, Your Honor. Sir, I never... Hold your tongue! He's caught driving Russell beef. Good enough, hang him. La justice pouvait être rendue soit par des shérifs qui étaient élus, soit par des représentants du gouvernement fédéral, donc des marshals. La manière dont on rendait la justice pouvait être expéditive. Certains juges avaient la réputation d'être des hanging judges. These peers convicted you. I passed the sentence of death and we found us this tree. Et en même temps, on se rend compte que le public est parfois en mode festival et en mode on va voir ce qui se passe. I call this one fish out of water. On a tendance à pique-niquer, à boire. Il y a aussi la question de qui sont les bourreaux. En réalité, il faut quand même un certain nombre de notions. Par exemple, il faut calculer bien la longueur de la corde. Il faut que ça puisse casser le cou et non pas étrangler, parce que l'étranglement peut prendre un très très long temps et ça inflige des peines qui sont contraires à la Constitution. First time. Effectivement, on pend. Pour du bétail, ça s'est vu. Là, c'est un peu expéditif comme jugement, donc je dirais 60% OK. You all looking for the Twin Rocks gang? Isn't everybody? I got them for you. In the back. 1, 2, 2.5. Let me get you your money. Bounty hunting ain't so hard. Any fool can do it. I ain't so sure. Alors, il y avait des primes. Si un individu était jugé suffisamment dangereux, soit pour la vie des concitoyens, soit pour l'économie, ça pouvait être le shérif ou le marshal qui demandait des fonds dans ce but-là, et donc c'était des fonds publics. Par contre, certaines compagnies, notamment des compagnies ferroviaires ou encore des banques, pouvaient décider de consacrer certains fonds. Who are you? We're bank examiners. Fill it, nobody gets hurt. You'll never get away with this. Dans des cas un peu emblématiques sur lesquels on voulait mettre le paquet, ça pouvait aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars. Je crois que, par exemple, pour le gang Dalton, la compagnie ferroviaire a mis 5 000 $ de mise à prix. Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Mais c'était vraiment la minorité. La plupart du temps, c'était des sommes beaucoup plus faibles. Donc on ne pouvait pas être un professionnel chasseur de primes et vivre bien. Wanted, dead or alive. Smitty Bacall for murder. Donc on pouvait avoir des affiches régulièrement. Elles n'étaient pas forcément toujours présentées de la même façon. Il y avait des variations avec ou sans portrait. Mais ça pouvait aussi circuler d'une autre manière, par des petites annonces ou par du bouche à oreille. Ce qui d'ailleurs pouvait donner lieu à des exécutions sommaires, pas forcément des personnes effectivement voulues. Alive, get your full price. Dead, a little less. Donc je dirais comme note 60%. Le cliché, c'est en gros tous les Amérindiens sont des Sioux, ou comme on dirait des Lakota, c'est-à-dire que les représentations, c'est les grandes plaines avec les tipis, les coiffes à plumes, etc. Donc il y a une sorte d'unification, comme s'il y avait l'Indien, alors qu'en fait il y a plein de collectifs autochtones hyper variés et dont les pratiques changent énormément. On a des pêcheurs, on a des chasseurs, on a des agriculteurs, des nomades, des sédentaires. Aussi, bon voilà, cette représentation comme nécessairement violent et sauvage. Et donc ce qu'on voit souvent dans les films, c'est des sortes d'attaques gratuites par les Amérindiens. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, il y a des phénomènes d'appropriation de la terre, des phénomènes de bouleversement de l'environnement, des phénomènes de maladie ou bien d'apport d'alcool. Et ça, on voit qu'un côté, en général, de l'histoire. Mais en fait, c'est des clichés qui restent jusqu'aux années 50-60, mais qui en fait sont des clichés
qu'on trouve au moment des grandes guerres contre les Amérindiens, soit autour de la Virginie, soit autour de la Nouvelle-Angleterre, où on se met à produire des écrits coloniaux sur la barbarie et la sauvagerie des Amérindiens. Toute cohabitation qui avait peut-être pu être imaginée avant n'est plus possible. Ça devient voilà, des ennemis sauvages qu'on ne peut même plus intégrer. Dans une idée aussi de l'évolution des sociétés, notamment sous le contact du darwinisme, même si ce n'est pas ce que dit Darwin, mais il y a l'idée qu'il y a des sociétés primitives et que donc par définition les Européens, ou en tout cas les Américains d'origine européenne, sont plus avancés sur le chemin de la civilisation. When the Indian wishes to signal his brother, he does so by smoke signs. This is the white man's signal. My brothers far away can look at this and understand my meaning. We call this male. Et donc on a tout cet imaginaire-là qu'on retrouve en fait dans les représentations filmées jusque dans les années 50-60. 4 little, 5 little, 6 little engines. Uh-oh, sorry, that one was a half-breed. Vraiment très lentement et de manière très ponctuelle, on va avoir un changement des imaginaires, y compris dans le cinéma. Bon, là, dans ces extraits où vraiment on a une vision complètement stéréotypée, qui ne rend pas du tout compte de l'histoire qu'ont vécu tous ces collectifs divers et variés, je mets un 0 sur 20, donc un 0%. Donc les duels, oui, passage obligé de tout western. En réalité, c'était pas du tout la majorité des affrontements et des combats à l'arme à feu dans l'Ouest. Des cas comme ça un peu scénarisés, type duel, c'était très très rare. Alors, on a des exemples ponctuels qui, eux, ont été montés en épingle par le journalisme, et notamment le duel de Wild Bill Hickok avec son adversaire Tutch, je crois. Ça permettait d'alimenter une sorte de légende de l'Ouest qui permettait de vendre davantage. Donc, je dirais 30%. Hey! The sheriff is a nick! And hearty handshake to our new nigger. On a eu des représentants des forces de l'ordre noirs, et notamment dans l'Ouest, beaucoup plus compliqués dans le Sud profond, notamment à cause de l'héritage de l'esclavage et de la ségrégation qui s'installe à la fin du 19e siècle. On peut parler de Bass Reeves, qui est justement un de ces marshals, membres des forces de l'ordre. U.S. Marshal Bass Reeves. Sur lesquels on se base pour montrer en fait ce rôle souvent ignoré, souvent oublié des personnes noires dans l'Ouest américain, sur la place des Noirs dans l'Ouest, et notamment pour une figure vraiment centrale, celle du cow-boy, qui est le héros de l'Ouest. Once you get on your horse, get your shit, and go back to whatever it is you call home. You know that's impossible. En fait, cow-boy, c'est garçon vaché. Ceux qui ont le savoir-faire, dans un très grand nombre de cas, ce sont soit des esclaves, soit parfois des noirs libres, notamment donc, après la guerre de sécession. Avec le mythe du cow-boy, on voit comment une sorte d'idéologie ou de roman national prend le pas sur des réalités. These are people of the land. You know. Morons. Les circonstances de élection, nomination du shérif me paraissent un peu obscures, donc je dirais à 50%. Mother McCree. La rue Everlord, absolument emblématique, c'est la rue Everlord de Californie en 1848, parce qu'on trouve de l'or exactement au moment où la Californie devient états-unienne. En quelques années, des centaines de milliers de personnes, non seulement états-uniennes, mais aussi du monde entier, arrivent en Californie. Ça a été un moyen assez express de peupler un territoire en très peu de temps. Ça veut dire que aussi sur ces territoires dans lesquels il y avait des Amérindiens, en fait, tout d'un coup, ils n'ont plus de gibier qui est perturbé, leurs territoires sont tout d'un coup occupés par des gens qui viennent trouver de l'or, etc.
Et donc effectivement, on avait des phénomènes de violence, d'appropriation et de vengeance. Ça motivait beaucoup de monde d'aller trouver de l'or. On se disait que c'était de l'argent facile et qu'on allait pouvoir s'enrichir en Californie. La plupart du temps, on fait face à des déceptions. Tout l'or qui est présent dans les alluvions des cours d'eau va être trouvé et ça va plus du tout être une source d'enrichissement. Et donc là, il va falloir des investissements beaucoup plus importants en termes d'équipement. Il y a donc des compagnies qui vont mettre au travail des ouvriers, en fait. Et donc, on va avoir une sorte d'industrialisation de la recherche d'or. Et donc, c'est plutôt les compagnies privées et les banques qui investissent dans ces compagnies qui vont s'enrichir et pas du tout les individus chercheurs d'or qui, en fait, vont être que voilà, des travailleurs à la mine. C'est une version peut-être un peu idéalisée, une fable sur le fait de pouvoir découvrir de l'or, mais voilà, je dirais 75%. My friends and citizens of Colby, I've asked you here today so you can see it firsthand what I believe to be the single most important enterprise under God, the unification of this great country of ours by iron rail. Le chemin de fer est très important pour le développement de l'Ouest. Ça permet effectivement, après la guerre de sécession qui a divisé le nord et le sud du pays, de réunir le pays. Il facilite l'installation des colons qui voudraient s'installer sur ces terres, ne serait-ce qu'en leur permettant d'y accéder. Alors de là à dire que ça fait partie du plan de Dieu pour les États-Unis, ça c'est une sorte de réinterprétation du thème de la destinée manifeste. Il y a une légitimation en fait de l'expansion vers l'Ouest et du développement commercial, financier, économique. To the Comanche, I say you have nothing to fear. Long as there is peace between us, all land treaties shall be honored. Ce ne sont pas des Comanches. En réalité, si on est dans Monument Valley, on est plutôt en territoire Navajo. Par ailleurs, effectivement, l'arrivée du train, c'est une étape dans un processus d'appropriation par l'État fédéral des terres qui étaient sous souveraineté autochtone. Parfois, c'est une minorité d'un collectif autochtone qui accepte de vendre des terres. Parfois, il y a une mauvaise compréhension des termes du traité. Pour cet extrait de l'arrivée du chemin de fer, allez, 40% de réalité. What'll it be, stranger? Ice water? In here, we pour whiskey. Donc oui, les saloons, c'était un lieu très important dans ces petites bourgades. Alors, il n'y en avait pas partout. C'est ce qui faisait d'un endroit un endroit un peu plus central que d'autres. On pouvait y faire un certain nombre de choses et donc notamment y jouer aux jeux de hasard, aux jeux de cartes. Donc ça faisait aussi auberge et on y trouvait aussi des prostituées. Il y avait certains endroits plus importants que d'autres, notamment à Virginia City où il y avait plusieurs saloons. Chacun avait sa clientèle un petit peu attitrée. Il y avait un saloon pour notamment les afrodescendants, les personnes noires. Ce qui est intéressant avec Virginia City, c'est qu'il y a des programmes d'archéologie des saloons. Contrairement à l'idée qu'on peut avoir parfois, c'était des endroits qui pouvaient être assez raffinés. Par exemple, on a trouvé des morceaux de cristal, donc certains verres étaient en cristal. Par exemple, là, dans l'extrait, on voit que c'est pas très bien éclairé, qu'on y voit à peine, alors que les fouilles archéologiques montrent qu'il y avait un éclairage parfois assez lumineux, qu'on voyait bien dans les saloons. Donc, sur cette représentation du saloon comme un lieu de rendez-vous, c'est plutôt cohérent, donc je vais mettre un 85%.